conférence elle a surtout pour objet de parler du Premier ministre. C'est un rendez-vous annuel sur lequel le CKL a toujours contribué à faire en sorte que ce soit un espace de rencontre des militants. Entre l'aspect festif, qui sera omniprésent à travers les stands, à travers l'animation musicale, à travers les jeux, etc. Et puis les messages politiques, messages et syndicaux qui seront délivrés à cette occasion-là. Et donc pour nous, la thématique qui sera un petit peu le fil conducteur de cette journée, c'est bien entendu le bilan social des accords politiques. Donc c'est cette dimension qui a été retenue pour animer ce 1er mai. Donc il a déjà fait l'objet du tract que vous avez en possession. Et pour nous, il était important de faire ce choix. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'on est dans une période, vous en doutez bien, une période cruciale qui va engager l'avenir du pays dans les 6 mois qui restent à courir devant nous. Et il était important de le faire parce que la célébration de ces 30 ans d'accord, pour ainsi dire, ce télescope avec les 30 ans de la grotte de Bossana. Hein. Et comme chacun le sait, la situation qui a prévalu à la grotte de Bossana a été aussi le principal phénomène déclenchant des accords politiques qui ont suivi. C'est-à-dire les accords Matignon en 88 et 10 ans après l'accord de Nouméa. Donc, quand on est sorti de cette période qui a marqué le pays, où le conflit politique était au bord de se tourner en conflit racial, bon, il y a eu des intelligences, des gens très intelligents qui se sont élevés au-dessus de la mêlée, notamment Jean-Marie Tjibaou, pour dire qu'il fallait mettre un terme à cette spirale de la violence, et puis s'engager sur une voie qui va dans le sens de la construction du pays. Ça a été la poignée de main, qui a conduit aux accords Matignon, et qui a conduit à la mise en place des choses comme les accords Matignon, ils avaient 2 buts essentiels. Le premier but, c'était le partage du pouvoir. C'était le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, il s'est fait à travers la mise en place des nouvelles institutions en lien avec les provinces, province nord, province sud. C'est ça le partage du pouvoir. C'est la première chose qui a été actée au niveau de la signature des accords, au niveau de l'accord Matignon. Et ensuite, dans la foulée, il y a eu également ce qu'on appelle les accords Oudinot. Les accords Oudinot qui ont complété le dispositif de Matignon. Et ce sont des accords qui se sont faits en 2 temps, puisque au retour des accords Matignon, le constat a été fait qu'il manquait des choses pour compléter cet accord. Pour compléter le dispositif politique, il fallait également d'autres accords. C'est ce qu'on a appelé des accords Oudinot, qui ont mis en place les mesures de décolonisation, ou qui sont encore, comment on appelle, qui portent encore un nom, des mesures de rééquilibrage. Voilà. Et donc c'est autour de cette analyse, autour de l'analyse de ces 30 ans, que nous on a porté notre réflexion. On a déjà sur lequel on a déjà donné une orientation dans le tract, mais qui sera développée ensuite au niveau du 1er mai, que ce soit dans les prises de parole, dans les camions, sur les stands, etc. Donc les interventions ont été centrées là-dessus, sur les inégalités, puisque le mot est lâché, 30 ans d'accord et des inégalités toujours plus fortes. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, tout à l'heure, la deuxième partie des accords Matignon, l'accord Matignon-Oudinot, était centré là-dessus, sur ces mesures de rééquilibrage, mesures de décolonisation. Alors, ce constat il était fait sur le constat qui est simple, c'est que les Kanaks étaient inexistants.
était inexistante sur le monde de l'emploi, au niveau que ce soit des emplois, des emplois, on va dire, faibles, enfin, des emplois d'exécution, des cadres, on n'en parlera pas. Et c'est parti de ce constat. Vous-même, je ne sais pas, au niveau des antennes RFO, ces premières, enfin c'était RFO à l'époque, des mesures spécifiques ont été prises pour envoyer des journalistes kanak être formés. Et je ne sais pas si vous avez fait partie de ces vagues, vous êtes venu après, mais en tout cas, la dynamique a été portée également au niveau des médias, parce que là-dessus, on avait fait le constat que, voilà, que ce soit à l'époque présentatrice météo, ou journal télévisé ou les interviews politiques, on ne voyait pas du tout la présence kanak au sein de ces médias. Voilà. Alors, bon, il y a des mesures qui ont été prises, opération 400 cadres, etc., mais ça s'est révélé très très insuffisant. Et on a constaté que, voilà, même s'il y a eu un début, et il y a un début de prise de conscience là-dessus, au niveau de l'État, sur ces mesures, puisque c'est l'État qui a signé ces accords de Guéno, il n'en demeure pas moins que les choses étaient bon, je veux dire, au niveau de la quantité, et au niveau de la qualité, les choses n'étaient pas rendues. 400 cadres, on a bien vu comment ça a été fait. On a formé des gens qui, certes, en sont revenus, ont pris des responsabilités, mais on voyait bien que l'ensemble des domaines, l'ensemble des secteurs sur lesquels on pensait que les Kanaks pouvaient investir n'ont jamais été faits. Alors, partant de là, donc 10 ans après, il y a eu l'accord de Nouméa. Alors l'accord de Nouméa disait, bon, ben, effectivement, les choses sont incomplètes. Il faut doubler un peu la mise, il faut booster un peu le dispositif. Et c'est pour ça que de l'opération 400 cadres, on est passé sur le programme cadre avenir. Mais d'abord, je voulais situer un petit peu la négociation sur l'accord politique, l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, a été prévu pour corriger les insuffisances de l'accord Matignon. Normalement, après 10 ans, 88 et 98, devait s'enclencher un référendum, le référendum d'autodétermination. À ce moment-là, l'État a réuni les principaux responsables politiques et le constat a été fait que les accords Matignon ou Guéno n'ont pas pris la pleine mesure des dysfonctionnements, des insuffisances qu'il y avait autour de la vie socio-économique du pays, en termes d'encadrement, en termes de prise de conscience au niveau de l'investissement des Kanaks dans tous les secteurs de la vie économique. Donc ce constat a été fait. Et là, le jugement qui a été identifié, c'est de dire le référendum de 1998, si jamais il n'y avait pas eu ce nouvel accord, ce référendum aurait été très déséquilibré, puisque il était question que quand on organise un référendum, les données sont à peu près objectives, c'est-à-dire que la population qui doit se prononcer, elle se prononce en fonction d'une situation qui est à peu près correcte. C'est-à-dire que si elle doit voter oui pour l'indépendance, parce qu'elle a confiance que les choses sont... Voilà, il y a des possibilités, il y a des potentialités qui font qu'on mettra le bulletin pour l'indépendance beaucoup plus facilement que si les choses, s'il y a un néant autour et que, voilà, on risque d'aller beaucoup plus dans un précipice qu'autre chose. C'était ça aussi ce qui a conduit à réfléchir pour dire qu'il faut un nouvel accord pour préparer le pays à la décolonisation. C'était ça l'objet de l'accord de Nouméa. C'est faire le constat des insuffisances des accords Matignon-Guéno et se projeter sur un nouvel accord qui prépare le scrutin d'autodétermination, mais sur des bases objectives. C'est-à-dire que les encadrements, les postes d'encadrement sont pourvus, les compétences régaliennes sont pourvues, ce que Gomez appelle maintenant la calédonisation des emplois. Donc ça, nous, on n'est pas dedans, on est dans la posture de rééquilibrage d'abord. Tout ça devait être prêt. De manière à ce que les citoyens, quand ils se prononcent là, le 4 novembre, ils soient sur des données qui inspirent de la confiance, qui disent que voilà, le pays est bien installé, économiquement, socialement, etc. Et que quand ils vont se prononcer le scrutin d'autodétermination, ils savent exactement pourquoi ils le font
Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont confiance dans le pays, parce que les choses se sont équilibrées et que la confiance est là pour s'engager sur un nouveau statut, que nous on souhaite le statut d'indépendance. Or, le constat il est là, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas rendues. Nous on dit 30 ans d'accord, mais voilà. Mais le compte n'y est pas. Voilà. C'était un peu ça le titre qu'on aurait voulu mettre aussi. 30 ans d'accord, mais le compte n'y est pas. Parce que c'était ça aussi le deal, le challenge qui était donné, c'est de positionner la Nouvelle-Calédonie dans un choix politique, mais avec des données objectives qui font que les gens ont confiance dans l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, les partis de droite qui votent, qui commencent à prôner le non à l'indépendance, je veux dire, bon, ils se gargarisent de choses et puis ils prennent facilement appui pour dire, mais regardez, voilà, regardez l'état du pays, qu'est-ce qu'on va faire avec les médecins kanaks qui se comptent sur le bout des doigts, il n'y a même pas un juge kanak, les compétences régaliennes n'en parlons pas, au niveau des principaux postes, des principaux leviers économiques de responsabilité du pays, le compte n'y est pas. Les transferts de compétences ne sont pas tous réalisés. L'article 27 qui vous concerne, vous, l'audiovisuel, etc., c'est pas fait. Alors que c'était prévu qu'avant d'enclencher le scrutin d'autodétermination, toutes les compétences soient transférées au pays. Et comme ce sont des transferts irréversibles, c'est-à-dire que ça ne retourne plus sur le champ de l'État, c'est déjà un champ d'indépendance qui est acquis. Or, voilà, il manque ça, il manque l'enseignement supérieur, il manque le bourg, entre autres aussi, l'audiovisuel, il manque pas mal de choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit le compte n'y est pas. Voilà. Donc, on dit qu'on va se présenter dans un scrutin. Nous, on a confiance dans le scrutin. Si on y va, c'est-à-dire si la question de la sincérité des listes électorales est traitée et qu'on doit y aller, mais on fait quand même ce constat, c'est que les données sont faussées dès le départ. Les dés sont pipés. Puisque là, les citoyens vont se présenter, on va devant une situation qui est complètement bancale. C'est-à-dire que voilà, les choses ne sont pas du tout au rendez-vous. Et c'était ça l'enjeu de l'accord de Nouméa. C'était de préparer le pays à la décolonisation. Voilà, c'était ça. Donc voilà un petit peu la présentation des choses. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on va dire hein, comme message au 1er mai, pour dire que voilà la situation, comment elle se présente, et que les inégalités sont toujours de plus en plus croissantes. On le dit, il y a des économistes également de l'université qui le disent, qui le réaffirme encore plus fort pour dire que les inégalités, ce qu'ils appellent les inégalités d'opportunité, parce que voilà, quand on a des enfants de personnes qui sont chômeurs ou qui vivent dans les squats, etc., ben les chances, les conditions de réussite à l'école, donc dans la vie ne sont pas toutes réunies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous en avons. Donc l'autre constat alarmant qu'on fait aussi, c'est la situation des jeunes diplômés kanaks. Beaucoup de jeunes diplômés kanaks arrivent aujourd'hui retournent de leurs études de France et ils sont dans la rue. Moi je viens d'un enterrement familial. J'ai discuté avec le papa d'une fille qui est pilote. Au retour de l'enterrement, puis il me dit, ben là, ma fille est pilote et toujours pas de boulot. Voilà. Et comme sa qualif, elle arrive à terme, de qualif 500, donc il faut qu'elle parte en France pour actualiser sa qualif, et même passer le qualif supérieur. Même si elle passe sa qualif 600, mais elle ne sait même pas si elle va avoir le boulot au retour. Donc c'est tout ça. Ça, c'est un cas. Mais moi, j'ai un dossier là avec des CV de gens, des personnes qui ont des qualifications, bac plus 3, bac plus 5, ils ne trouvent pas de boulot. Et comme on dit dans le PRAC, il y a toujours un motif, parce que, alors à un moment donné on dit vous êtes trop diplômé, après on dit non, vous n'avez pas assez d'expérience, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison qui fait que ou vous n'êtes pas assez diplômé, voilà. Il y a toujours une raison qui est avancée pour bloquer les candidatures mais il y a ça. Dans le track aussi, on le dit, hein, donc il y avait à une époque, hein, donc c'est un peu paradoxal, mais à une époque, tout à fait au début, quand on est sorti du régime de l'indigénat, il y a des grandes administrations qui sont connues, hein, comme le CHT, comme l'OPT, comme la mairie qui embauchait, etc. Avant, à la mairie, il y avait plein de pompiers kanaks. Moi, je voyais ça parce que moi, je prenais la pétrolette, il n'y avait pas encore la digue de Nouville,
je prenais la chaloupe, la pétrolière du Nilo, du Ratel, pour aller à Nouville, à l'école. D'embarquer des îles, je ne connaissais pas les trucs. Mais voilà, à côté, il y avait la caserne des pompiers, il y avait la digue là. Je voyais tous les vieux de l'IFOU que je connais, mais il n'y avait que des vieux Kanaks. Le seul chef, c'était le vieux Tahitien, le monsieur Parent, je me souviens. Monsieur Parent, mais la plupart des vieux, d'ailleurs, je les vois, les vieux Kanaks qui sont retournés à l'IFOU, à la retraite. Mais là, maintenant, les pompiers, je ne trouve plus de vieux, les Kanaks qui se comptent sur les doigts de la main. Pareil à l'OPT, les facteurs, les gens ont guichet avant, il y avait des gens de la poste, au CHT, à l'hôpital, avant, on voyait beaucoup de... Et là, c'est... Voilà, à l'enseignement, etc. Donc voilà, nous, on se pose beaucoup de questions. On dit que... à l'époque, bon, c'est vrai, c'était des gens qui, en sortait du régime de l'indigénat, les gens n'étaient pas assez diplômés, bon, ils étaient écartés de la société. Mais bon, à un moment donné, il y a quand même une prise en compte au niveau de l'intégration sociale. Aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est les concours. Voilà, on a le système aujourd'hui qui isole de plus en plus les Kanaks dans l'accès à la fonction publique. Les concours sont devenus vraiment le piège à refouloir des Kanaks. C'est ça ce qu'on peut dire. Parce qu'on va dire sur 20 postes, à chaque fois il y a un Kanak qui réussit. Quand il y a un Kanak ou deux Kanaks qui réussissent, c'est bien. Mais au lieu de rééquilibrer, c'est le déséquilibre qui s'accentue encore plus. Et là, c'est assez dramatique. Donc voilà, nous on s'interroge sur cette jeunesse Kanak diplômée qui est de plus en plus mise à l'écart des circuits de l'emploi. Et ça c'est pas bon. Il faut qu'on monte au créneau. Le CKE l'année dernière a fait un mouvement à la D3T pour que M. Georges Selefen, l'actuel directeur de la D3T, soit nommé à ce poste. Mais il faut aller jusque-là, quoi. Il faut toujours créer le rapport de force pour aller jusque-là. Ça veut dire que les choses, alors que ce monsieur-là, ce jeune homme, il a été adjoint du directeur de la D3T, il a assuré ses intérims quand il est en congé ou quand il est absent, et pendant des années, au moment où il faut passer le témoin, on dit non, il est pas ci, il n'est pas ça. Ils étaient même prêts à faire revenir l'ancien directeur pour bloquer sa nomination. Donc voilà un petit peu... L'exemple de Baquier aussi. Voilà. L'exemple de Charles Baquier, etc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, des gens, des Kanaks qui ont des diplômes de Bac plus 7 ou Bac plus 8. Mais voilà, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais là-dessus, en venant ici, je discutais avec un gars de l'hôtellerie, là, Claude Fétard. Et Claude, il me fait part d'un cas là, à Méridien, où on bloque la promotion d'un jeune Kanak qui peut accéder à une responsabilité. Et par contre, on va faire venir un métro. J'ai dit à Claude, ça c'est un sujet de blocage. Tu dis à ton directeur, attention, parce que là, ça c'est la section. Là. Mais là, nous, on va être en mesure d'engager la fédération. Et s'agissant d'un sujet sensible pour le CKE, on va même engager la confédération de ce dossier. Et ça, tu lui dis, prends bien acte, tu dis que programme un rendez-vous avec moi la semaine prochaine, avec le groupe fédéral, on ira le voir. Donc, le trac aussi, moi j'ai tenu à mettre en évidence le rôle que joue une certaine association ici, là, qui est l'ANDRH. Voilà, l'Association nationale des directeurs, directrices des ressources humaines ici en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est une association, donc moi on va en parler au bureau confédéral la semaine prochaine. Et moi j'ai anticipé un peu en disant qu'il faut clarifier le rôle que joue cette association dans le positionnement et dans la mise en relation des candidatures, quand il y a des appels à candidature ici, en lien avec les réseaux en métropole, pour les aider, pour leur donner tous les tuyaux possibles, etc., pour les aider à faire venir ici. Et depuis quelque temps déjà, je surveille cette association. Alors c'est une association qui a voulu que je les reçoive au CDS, qu'on les reçoive au CDS, en tant que coprésident avec les autres, et j'ai refusé de les recevoir. Et c'est pareil au CESE, au Conseil économique où on est, on a refusé de les recevoir parce qu'il n'est pas question de les introduire dans des circuits officiels du pays, parce qu'ils vont avoir encore plus d'impact pour mener leur mission. Alors cette association-là, on est persuadé de plus en plus à travers leurs interventions qui servent d'interface. Ils servent d'interface entre les demandeurs d'emploi ici, avec les structures patronales ici et la France, avec les RH en France, ou les filières de recrutement au niveau des boîtes d'intérim, etc. Donc c'est ça un petit peu le danger. Donc nous, on tient aujourd'hui à dénoncer leur rôle, voilà, parce que ce sont des gens qui arrivent, ils font partie des filières, ce qu'on appelle nous les flux migratoires. Ils intègrent ces filières-là, et ils viennent ici, et on met à la barre des jeunes du pays, que ce soit des Kanaks ou des citoyens calédoniens, on élargit aussi aux citoyens calédoniens. Et bien, par rapport à l'emploi local, les portes se ferment.
Parce qu'ils ont... Voilà. Et du jour au lendemain, ben, on retrouve un tel, tiens, non, il vient d'arriver, mais il a déjà un boulot. Et ta candidature, ben non, elle n'a pas été étudiée, etc. Donc nous, on va en faire une priorité exceptionnelle, cette question de rééquilibrage de l'emploi local. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de, quand on va réunir nos fédérations, dans les conseils syndicaux, on leur dira, on ne tolérera plus qu'il y ait une candidature Kanak, une candidature du pays, qui se fasse squeezer par des candidatures d'extérieur. Quand on a la compétence et quand on peut l'exercer, pas normal que les candidatures extérieures viennent prendre la place des jeunes du pays. Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai tiré attention là-dessus. La NDRH, personne n'a encore soulevé. Aujourd'hui, les CKE soulèvent, peut-être quand ils vont avoir le trac, ça va porter plainte, ils vont certainement porter plainte pour diffamation, etc. Mais on assume. On assume parce qu'on a des preuves comme quoi cette association joue un rôle suspect dans les mises en relation avec les structures d'intérim ou les boîtes en France. Donc voilà un petit peu la tonalité de ce 1er mai. Ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de cette thématique sociale, de cette mise à l'écart de plus en plus inquiétante des Kanaks dans le monde du travail, notamment dans l'accès des postes à responsabilité. Et nous, on tient vraiment à dénoncer cet état de fait, mais surtout de dire que 30 ans d'accord, mais pour nous, le compte n'y est pas. Par rapport au deal qui était prévu au départ. L'accord de Nouméa était censé préparer la décolonisation. Aujourd'hui, voilà. Le compte n'y est pas. La totalité des transferts de compétences n'a pas été faite, n'a pas été effectuée. Beaucoup de questions restent en suspens. Et le référendum, même si on dit que le pays est en mesure d'assumer ses responsabilités, il n'est pas question pour nous de céder par rapport au chantage. Il y aura des trucs vieux de 50 ans. Il n'y aura pas de lait, il n'y aura plus de lait, il n'y aura plus de machin. Ça, c'est des trucs. Je pense qu'ils disent ça aux gosses même pas de la maternelle. Je pense que la gosse en maternelle, ils comprendraient. Ils auraient une meilleure réaction. Mais c'est pour. Ce qu'on veut mettre en évidence, c'est ou les histoires de CAFAT, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de maladie, couverture, etc. C'est les travailleurs qui cotisent à la CAFAT. C'est pas la France qui cotise, c'est les travailleurs. Et la caisse sociale, c'est les travailleurs qui cotisent, qui alimentent les régimes sociaux. Mais ce qu'on veut mettre en évidence, c'est le fait que la signature de l'accord de Nouméa, elle était cadrée dans ce sens-là. C'est de préparer la décolonisation de ce pays, c'est ça. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout. Voilà. Donc, Amela voulait intervenir. Oui, je t'en prie. Moi, je voulais intervenir sur les renseignements, sur la continuité des politiques de formation. On parle j'ai dit que je voulais intervenir moi, sur le volet formation initiale, dans la continuité des formations. À savoir sur l'enseignement privé, aujourd'hui, qui pour assurer sa pérennité, il y a un projet de contractualisation qui a été mis en place suite au rapport Fradé Je ne parle pas assez fort. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, je reprends, pardon. Non, moi, je voulais intervenir sur le volet enseignement, concernant justement l'enseignement privé, à savoir plus précisément sur le projet de contractualisation pour pérenniser l'enseignement privé. Aujourd'hui, nous, l'UCKE, on se positionne fermement contre ce projet de contractualisation qui, aujourd'hui, le contenu, pour nous, le contenu est travaillé aujourd'hui, mais le volet juridique, c'est à vide. Et au niveau du financement, on n'a pas de perspective, puisque à l'heure actuelle, les bailleurs de fonds qui subventionnent justement les 3 enseignements privés, à savoir le gouvernement, les provinces et les communes, et notamment les provinces sont absents autour de la table pour travailler justement le volet juridique et la partie financière de ce projet de contractualisation. Donc c'est un flou, c'est un flou pour nous ce projet-là. Et donc aujourd'hui, dans ce projet de contractualisation, il faut savoir que c'est aussi le volet du projet éducatif calédonien. Voilà. Et aujourd'hui, il parle de fermer des établissements dans Tio, dans Wailou, dans Konyariouin, dans Ouvéa, pour mutualiser justement les moyens, puisqu'il y a
le gros souci de l'enseignement privé aujourd'hui, c'est l'aspect financier. Et également aussi la décélération des effectifs, puisqu'aujourd'hui ils disent comme ça que les établissements privés se déshabillent au niveau des élèves, puisque les enfants suivent leurs parents qui viennent ici sur Nouméa justement pour chercher du travail. Donc ces deux éléments sont mis en avant aujourd'hui pour dire que contractualisation, mutualisation des moyens et disparition de certains établissements privés. Donc il faut savoir que nous, c'est que c'est bien, il faut restructurer, mais je veux dire pas au détriment des emplois, parce qu'il faut savoir que, je rappelle, dans le contrat d'association qui lie l'enseignement privé, il y a le financement qui vient du territoire et le financement qui vient de la MADG pour le personnel enseignant. Donc, quel est le devenir des non-enseignants aujourd'hui dans ce projet de contractualisation? Puisque là, dernièrement, Mme Cazot, elle nous fait dire que les provinces, notamment la province Nord, ne veut plus financer. Donc dernièrement, ils ont fait savoir pour 2018, c'était moins de 240 millions, parce qu'avant c'était au prorata du personnel. Aujourd'hui, depuis 2016, c'est au prorata des effectifs élèves, tout en sachant qu'il y a une baisse de natalité également, et tout en sachant que les établissements privés se vident petit à petit, parce que voilà, il y a les élèves partent parce qu'ils suivent leurs parents, et parce que les conditions aussi, je veux dire, d'accueil, ne sont plus optimales. Quand il y a les enfants, vous voyez, quand vous passez au nord, aux îles, les conditions de délabrement des établissements. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la contractualisation, c'est un projet qui va pérenniser l'enseignement privé, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller vers un statut? Nous, la Fédération de l'enseignement de l'UCKE, nous, on se positionne sur un statut, avec à l'intérieur sur le volet financement une obligation de paiement et plus subventionné au gré aux humeurs de chacun, parce que c'est cela actuellement aujourd'hui l'enseignement privé. Voilà, c'est cela aujourd'hui actuellement l'enseignement privé. Donc on vit au travers des subventions, donc aujourd'hui il faudrait pérenniser l'aspect financier sur l'obligation de paiement. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler et là aujourd'hui actuellement dans le projet de contractualisation, ce volet-là est complètement vide, puisque les provinces se rejettent la balle entre eux et le gouvernement. Donc voilà ce que je voulais intervenir sur la contractualisation. Et au niveau de la réforme de l'enseignement professionnel qui s'inscrit aussi dans le projet éducatif, c'est un gros rouleau compresseur qui se met en route là. Et donc à savoir que ça va être... c'est une réforme en profondeur qui va créer des passerelles entre la formation continue. Donc dans le but justement toujours de monter en compétence les enfants du pays, tout en sachant que dans ces lycées professionnels-là, ce sont nos enfants océaniens, notamment kanak, qui sont dans ces lycées-là. Donc aujourd'hui, c'est réarticuler, réformer en profondeur l'enseignement professionnel, en créant des passerelles avec la formation continue. Comment cela s'articule aujourd'hui, puisque ça doit être discuté en collégialité au gouvernement et faire l'objet d'une loi du pays. Donc c'est pour dire que nous, l'UCKE, on sera vigilants sur cette réforme-là. Puisque, je veux dire, je reviens pour le transfert des compétences au niveau de l'enseignement, ça s'est fait progressivement depuis 2012. Mais toujours est-il que pour nous, c'est un volet vide aussi. Hein. C'est un volet vide dans la mesure où aujourd'hui, il y a certes des cadres formés, mais je veux dire, les cadres d'excellence, au vu des 30 ans d'accord, ou d'une de rééquilibrage, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'à dire comme ça que c'est les enfants du pays qui ont un retard intellectuel, qui ne savent, qui n'apprennent pas ou qui ont des problèmes, ou c'est renvoyer justement cette question-là sur le système éducatif ici? Parce qu'à savoir qu'il y a eu le projet éducatif qui a été voté ici, mais toujours est-il qu'il y a une génération perdue. Puisque le projet éducatif, on va voir quand même le résultat de ce projet éducatif mis en place dans les années à venir. Mais je veux dire, il y a tout un volet qui
qui est un échec. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont dans la rue, il y en a 90% qui sont en prison. Donc pour nous, hein, c'est une... il y a eu des transferts de compétences, mais il y a une génération perdue quand même. Puisque cette génération perdue, elle ne va pas se rattraper avec le projet éducatif calédonien. Même si aujourd'hui on parle de la réforme de l'enseignement professionnel et qu'on va articuler cette réforme-là, l'enseignement professionnel et la formation continue, et que le vivier de cette formation-là, ça va venir de la formation initiale, de la collectivité, c'est-à-dire aussi également des tribus. Ça va être aussi reprendre des parcours qui ont été arrêtés. Mais oui, on entend bien. Mais en termes d'efficacité, c'est quoi pour les jeunes de demain? Parce que c'est former plus de CAP professionnels, de BTS professionnels, de bacheliers professionnels. Mais après, il faut que ça s'articule sur le terrain professionnel. Il faut que ça réponde aux besoins des entreprises. Donc nous, l'USCOE, on dit qu'on sera vigilant sur cette réforme-là de l'enseignement professionnel. Voilà. Et je veux dire, pour en revenir sur la contractualisation, on interpelle aussi nos politiques indépendantistes, parce que je veux dire, l'ADEC c'est majoritairement ici sur le sud. Il n'y a que l'AZ c'est Docamo. Le reste, l'AZ et la FELP c'est dans la province nord et la province des îles. Je veux dire, quelle est la position de nos amis indépendantistes aujourd'hui sur le devenir de l'enseignement privé? Parce qu'on nous dit, par rapport à nos différentes démarches au sein du gouvernement avec la ministre Yekaoui et monsieur Ringard, le secteur, ils disent que, mais ne vous inquiétez pas, l'enseignement privé ne va pas s'éteindre, ne va pas disparaître. Mais voilà, il faut mutualiser les moyens, mais mutualiser des moyens, ok, mais au détriment de qui? Puisqu'on sait que c'est quand même l'enseignement privé, c'est quand même un enseignement de proximité. Alors maintenant, on ferme des établissements privés en faveur des établissements publics, alors qu'on pourrait quand même restructurer autrement dedans. Une aberration aussi, le collège de public ouvert qui a coûté combien de millions là, à ouvert? Alors qu'il y avait des établissements privés à côté. À l'équipe. Oui. Puisque maintenant, voilà, dernièrement, aux dernières nouvelles aussi, il y a eu quand même une aide de la province sud, concernant l'enseignement privé. Mais les deux autres provinces qui sont indépendantistes, aujourd'hui, elles freinent des 4 fers sur l'enseignement privé. Bon, après, on peut dire que voilà, il y a eu une mauvaise gestion, on peut toujours parler de décélération des effectifs, mais il faut tenir compte quand même que des résultats de l'enseignement privé dans le pays, elles ne sont pas moindres par rapport aux résultats de réussite statistique des réussites par rapport au public. Et voilà ce que je vais dire par rapport à ces deux dossiers-là. Roch, vous voulez intervenir ?